Alors où en est-on? On a eu une grande bulle entre 2004 et 2006, l'apparition de ces prêts subprimes, disséminés partout dans le monde, puisque seulement 30% du risque va rester aux États-Unis, 70% va aller à l'extérieur, essentiellement en Europe, d'où viendra d'ailleurs la première faillite. Et cette titrisation s'accompagne de retournement du marché immobilier américain à partir de 2006, retournement qui est historiquement inconnu aux États-Unis dans la période moderne. On arrive en 2007, on a vu les premiers impacts de la crise, et 2008 montre que cette crise ne se résorbe pas, au contraire, elle s'aggrave. De la fin de l'année 2007 jusqu'à l'été 2008, deux facteurs font monter les risques. D'abord, l'échec patent des premières mesures, puisque la liquidité ne revient pas dans le système bancaire. Et deuxième élément très fort, c'est le ralentissement économique mondial qui se transforme en risque de récession dans des zones qu'on croyait protégées, par exemple comme l'Europe. Les banques centrales ont essayé tout au long de l'année 2008, particulièrement aux États-Unis, de faire baisser les taux d'intérêt. C'est l'inverse qui se produit, les taux d'intérêt aux ménages et aux entreprises montent et montent. Les bourses commencent non seulement à donner les signaux négatifs, ça c'était déjà le cas, mais commencent véritablement à craquer. Et on a un krach boursier fin septembre, début octobre, malgré les engagements pris par les gouvernements. Ces engagements, ce sont d'abord les 700 milliards du plan Paulson aux États-Unis, insuffisants à calmer les marchés. Il faut attendre la réponse européenne et les garanties supérieures qu'elle contient pour obtenir enfin un premier signe d'apaisement. Cette fois, en Europe, la garantie du système arrive à travers la garantie de l'État sur l'ensemble du système bancaire et des recettes anti-faillite pour au moins les grands établissements en tout cas. Les 27 se sont engagés à hauteur de 1300 milliards d'euros, un geste fort arrivé au bon moment de la part d'États qui restent donc crédibles sur les marchés et dans des montants qui rappellent les très grandes crises passées. Celle du système bancaire suédois des années 90, par exemple, qui fut au départ chiffré à 4% du PIB. Aux États-Unis et en Europe, les plans d'octobre 2008 atteignent ces fourchettes. Le plan français, c'est 2%. Le plan allemand, un peu plus de 3%. Le plan américain, à peu près 5% de leur richesse nationale respective. Vous voyez qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que dans les cas historiques de grandes crises bancaires. Bien sûr, à une échelle qui cette fois est planétaire, donc on n'est plus sur un pays particulier. Mais du point de vue des montants, qui peuvent paraître délirants, on reste à peu près pour l'instant dans les normes des crises bancaires précédentes. Ironie de ces crises écrites au cours de l'histoire, à l'échelle française et donc à celle de ses contribuables, une autre comparaison s'impose, la faillite du Crédit Lyonnais. Même montant englouti dans son sauvetage que celui dont nous devrons demain nous acquitter. Les 40 milliards d'euros annoncés par la France aujourd'hui représentent exactement 2% du PIB français, comme le Crédit Lyonnais il y a 15 ans. Les mêmes mécanismes, finalement, des erreurs d'appréciation. Les mêmes mécanismes, pas tout à fait, mais effectivement, des excès dans la prise de risque, une certaine inconséquence, par des acteurs très différents. Les technocrates, il y a 15 ans, en soif de gloire, là, ce sont des financiers, l'ensemble du système financier, tout le monde compris, investisseurs, banques, intermédiaires, qui a voulu croire à la solidité d'un système finalement assez opaque. Ils ont voulu croire à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas vraiment.